Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Manuela, Mano et tout le public de Zouk TV, merci d'écouter pour comprendre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Paul Bourioulou, qui est ingénieur de sol et qui pourra nous parler de notre réalité au niveau des sols. Merci d'être venu et merci de nous faire écouter pour comprendre. Merci Florent, on se connaît depuis très très longtemps, effectivement. Et donc, à l'époque, Jésus-Christ était un shot. Voilà. Et encore. Et à Tiamaini Bab. Et on va essayer effectivement de jouer le jeu, d'apporter quelque chose à tous ceux qui nous écoutent. Oui. Alors là, actuellement, il y a une amplitude que l'on voit de plus en plus. Ce week-end, on l'a vu en Italie. Une grosse pluie permanente, glissement de terrain. Enfin, on voit que les dégâts du réchauffement climatique commencent à s'afficher. Concernant la Martinique, l'état de nos sols laisse supposer quoi? La Martinique, c'est pas d'aujourd'hui que j'essaye modestement d'alerter dans mes différentes fonctions. C'est un territoire qui a depuis toujours des risques, que les anciens ont traités à leur manière parce qu'ils n'étaient pas trop denses, qu'ils prenaient le temps et qu'ils regardaient et ça se passait bien. Maintenant, on fait trop vite, trop dense et on ne réfléchit pas assez. Je prends pour exemple le cas classique de beaucoup de promoteurs qui font l'étude de sol quand ils ont fini d'avoir le permis. Et c'est là qu'on leur dit « Ah, attention, il faut déplacer le bâtiment. » « Ah ben non, je ne peux plus parce que j'ai mon permis. » Voilà. Donc ça, c'est le problème un petit peu idiot. Mais oui, mais il nous faudrait beaucoup de moyens supplémentaires par rapport à ce qu'on a pour l'instant. Parce que, je prends un exemple tout simple, on n'est pas encore en train de traiter les dégâts causés par les catastrophes naturelles de novembre 2020. Et où on est juste en train de décider, oui, on va réparer tant de maisons, on va pas réparer tant d'autres, etc. On est 2 ans après. Si jamais on a une autre catastrophe naturelle qui vient se rajouter... Plus importante. Même aussi importante, on va refaire encore un stock de 40 de plus. Et qui va traiter 40 ? Moi, je connais l'exemple d'un que j'ai suivi. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie. 40. Qui va faire 40 ? Alors, il ne faut surtout pas oublier, vos téléspectateurs, que Paul il est expert auprès des tribunaux. Oui, je suis expert auprès des tribunaux, effectivement, depuis 25 ans. Et je me retrouve le seul depuis un certain temps dans cette spécialité. Donc c'est vrai qu'on m'alerte souvent. Là, c'était le président de Cap d'Or qui m'avait demandé à titre personnel de jeter un œil. Et du coup, j'ai dû jeter 2 yeux sur cette affaire-là qui n'était pas évidente puisqu'il fallait faire une paroi béton projetée avec des tirants sur des micro-pieux, enfin un truc assez compliqué. Et donc, je répète, ce dernier exemple est flagrant. Mais on en a des tas d'autres petits qu'on ne voit pas. Et on a surtout, on génère régulièrement, par manque d'entretien, premièrement, ça, on n'arrête pas de le répéter tous les deux, par manque de respect du drainage, qui est le mot-clé qu'il faut avoir dans ce pays. Beaucoup d'ingénieurs et beaucoup d'études ignorent. Ou alors on fait, je viens d'aller voir un mur de soutènement en ville de Fort-de-France à la demande de quelqu'un. Il y avait un mur, il y avait des barbacanes. Au fond des barbacanes, il y avait ce qu'on appelle l'encadrin, c'est-à-dire le film plastique rigide noir qui protège le drain. Mais il n'y avait pas le drain derrière et la barbacane ne pouvait pas fonctionner puisque le film n'était pas perforé. Voilà. Ce genre de... On provoque, on n'arrête pas de provoquer. Donc on ne va jamais y arriver. Il y a un déficit, il faut absolument le prendre en compte, faire attention. Quand on a fait les PPR il y a 20 ans maintenant... La prévention risque. Oui, que j'avais l'honneur de piloter puisque j'étais à l'époque président du COBATI qui, par exception, avait été désigné par le préfet comme représentant des professionnels et du monde privé et assistant les 2 collectivités pour aider à parler de ça. On avait déjà alerté de tout ça. Je reprendrai les fiches que j'avais faites à l'époque. Je retrouverai les mêmes prescriptions qui n'ont pas été suivies. En fait, on est dans une logique en Martinique, ils mourront ça. Un peu beaucoup. Parce que la vie est difficile tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal, qui tirent le diable par la queue et qui n'ont pas les moyens. Et donc, ceux qui ont les moyens et tout n'ont pas le réflexe du coup, parce qu'ils se disent si ça va pour eux, pourquoi je me casserais la tête à faire trop bien. Mais l'entretien préventif, les précautions à prendre au moment de réaliser, mais c'est fondamental. Quand tout le monde veut se faire une belle maison sur un terrain qui
doit être analysé en tant que tel et qui doit être pris en compte dans toutes ses caractéristiques pour servir d'assiette. Et c'est après, on met la construction qu'il faut sur le terrain tel qu'il pourra résulter de ce qu'on peut en faire. On n'a pas le droit de le transformer n'importe comment. Il faut composer avec la nature. Moi, je rappelle que j'ai eu un excellent enseignement que je peux indiquer à tout le monde parce que c'est vraiment simple et c'est incontournable. C'était Henri Comfort, le très célèbre grand ingénieur qui faisait tous les grands barrages dans le monde, qui nous disait la nature est une bonne fille, mais il ne faut pas la violer. Non. C'est aussi simple que ça. C'est très simple. Et souvent, on oublie une chose, c'est pas parce que c'est un sol, on peut tout poser dessus. Voilà. En dessous, il y a des choses. On peut tomber sur un puits. Alors ça, c'est une autre de mes marottes. Je m'excuse, c'est effectivement l'aspect géologue dans tout ce monde de géotechniciens qui sont plutôt des mécaniciens du sol, c'est que le sol est vivant. Les plantes, on les voit, ça vit, ok, on admet. Les animaux, on le voit, ça vit, c'est ok. Ce qu'on appelle vulgairement le sol, c'est-à-dire les roches, les composés détritiques, en fait, toute une infinité d'éléments, c'est vivant, ça se transforme. Mais la seule différence, c'est que nous, on a une échelle humaine de perception qui est de 20-30 ans sur nos 80 ans de vie, en général. Mais 20-30 ans, c'est quoi par rapport à l'échelle de la Terre qui a 3 milliards d'années, par rapport disons, à l'émergence de la vie au-dessus de l'eau, dans le Permien, il y a 500 millions, même par rapport à notre petite récente Martinique, qui est quand même sortie au sud-est il y a 20 millions d'années. Et elle a mis 20 millions d'années pour s'agrandir, en arriver à ce qu'elle est. Elle va s'agrandir certainement, mais dans 1000, 2000, 3000 ans, peut-être, le volcan au large de Macuba commencera à sortir de l'eau. Mais ça n'a rien à voir avec nos échelles à nous. Donc on est perdu. Ça se compacte. Et derrière, nous bousculons encore le sol. Alors, plus que se compacter, moi je dirais que toutes les roches martiniquaises, compte tenu du climat, c'est des roches volcaniques, compte tenu du climat, elles s'altèrent très vite. Parce que c'est des silicates, et avec toute l'eau qu'on a, elles vont devenir des hydrosilicates. Et les hydrosilicates, c'est quoi? C'est l'argile. Alors l'argile, c'est trompeur comme tout, malheureusement, parce que les gens voient de l'argile bien sèche, bien dure, parfait. Et puis, il pleut dessus, il ne s'est rien passé. Bravo. Non, elle a commencé à absorber, mais elle est tellement imperméable, et sa structure chimique est telle que c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est extrêmement instructif de comprendre, qu'elle met un temps fou à faire passer de l'eau du haut vers le bas, beaucoup moins en latéral, mais il faut 3 mois, 6 mois, 1 an pour que cette argile soit transformée. Alors il y a 2 stades qui sont essentiels, c'est que l'argile, elle arrive, plus on rajoute de l'eau dedans, mais ça met du temps, je répète, plus on arrive à un indice qu'on appelle l'indice de plasticité, c'est-à-dire qu'on peut commencer à la déformer. Et c'est ce que les potiers utilisent, ils vont un petit peu au-dessus, ils font des poteries avec. Et puis on rajoute encore de l'eau et on arrive à ce qu'on appelle la limite de liquidité. Et là, ça veut dire qu'elle peut s'écouler. C'est comme du yaourt, dès qu'il y a des vibrations, elle va s'écouler comme du yaourt. Et ça, quand l'argile est cachée sous un bâtiment, comme tu disais, c'est fond en dessous, eh bien personne ne le regarde, parce que personne ne voit passer l'eau dans le sol, personne ne s'imagine qu'on ne l'a pas bloqué, donc elle fait un film complet d'eau, il y a un mur qui est comme une piscine, donc l'argile est dans l'eau, et on est en fait sur de l'argile molle flottante. Donc c'est dangereux. On peut tomber sur une poche d'argile gonflante. Ah, il y a aussi l'argile gonflante. Bon, je dirais que là, ça existe. Mais dans notre cas, on ne peut pas se plaindre du même phénomène que la dessiccation par modification du climat en Europe, parce que pour l'instant, on n'a pas encore de déficit suffisamment prolongé de l'eau. Nos carèmes durent plus longtemps, mais ne durent pas assez pour que les argiles se rétractent suffisamment. Et en fait, les argiles gonflantes qu'on a chez nous, c'est plutôt le phénomène inverse. C'est plus on met de l'eau dedans, plus elles prennent en volume. Donc il suffit simplement de drainer autour, faire en sorte que le taux d'humidité soit le plus constant possible dans cette argile et on ne sera pas embêté. On sait très bien, tous les techniciens savent très bien traiter ça. Sauf qu'il faut faire l'effort de faire un prélèvement, passer au bleu de méthylène pour vérifier si elles sont ou pas gonflantes et après analyser un peu les capacités de gonflement de cette argile. Mais
c'est par manque de moyens. On ne fait pas ça. On fait l'étude au rabais à la fin, comme je disais tout à l'heure. Et c'est l'inverse qu'il faudrait faire. La protection de ces biens, la protection de ces investissements, c'est de soigner le mieux possible sa connaissance du sol sur lequel on va le poser. Là, c'est le rôle premier d'un bureau d'études. Oui, mais ils ne sont pas nombreux. Et on compte les ingénieurs sur le bout de la main dans chacun. Et ce phénomène argileux, on l'a vécu au niveau national. Oui, mais je te dis, c'est l'inverse. Pour des bâtiments, ce sont... Ça a eu le mérite d'alerter tout le monde. Mais pour l'instant, la Martinique n'est pas rentrée. J'ai été, comme d'autres, interpellé par la DEAL pour savoir si on avait de quoi justifier l'intégration de la Martinique dans la demande de mise en œuvre de catastrophes naturelles pour l'argile. Mais on n'a pas suffisamment d'éléments, d'une part, et ça n'est pas la même typologie, je répète. Donc, pour l'instant, non, on n'est pas catastrophe naturelle, mais, je répète, on n'a pas... Les fissurations qu'on voit, ça serait pour des effets inverses, de mouvement d'argile, parce qu'elle est trop liquide, parce que les fondations sont isolées, et qu'elles se sont déformées, et que le bâtiment n'est pas construit suffisamment. Heureusement pour les vies humaines qu'il y a dedans, depuis quand même un certain nombre de décades, et depuis surtout Eurocode 8 en 2012-2013, en construisant parasismique, on blinde pas mal la construction, qui est vraiment hyper statique, et heureusement ça rattrape. Mais là aussi c'est factice, parce que si ça rattrape jusqu'à un certain temps, mais ça ne peut pas tout rattraper, et le jour où ça ne marche plus, ben c'est très tard. Il y a une rupture. Voilà. Et le Eurocode 8 est sorti il n'y a pas longtemps. Nous avons beaucoup construit en PS92 et en PS82. Et nous avons alerté plus d'une fois les instances. Et tout le monde attend que ça se passe. Alors, je ne voudrais pas faire de pessimisme, mais à l'égal de mon ami Serge Capgras qui signale des exemples, je peux signaler la première construction que j'ai faite en Martinique, c'est les fondations de la mairie de Fort-de-France. La nouvelle mairie. Qui était la nouvelle, oui, en 78. Et donc, moi j'étais tout jeune, hein, et on appliquait PS 69 encore. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et on a fait un immeuble décalé sur lequel on rajoutait du poids. Donc on a renforcé pendant le chantier les fondations, mais j'ai fait des barrettes. C'est-à-dire c'est des espèces de pieux rectangulaires de 2,70 m par 80 ou 1 mètre de large, c'est-à-dire d'énormes trucs, jusqu'à 50 et 52 mètres. Une est à 52 mètres et c'est 45-46 mètres de profondeur moyenne. Tu t'imagines, il y a 300-400 mètres cubes de béton dans chacune. Oui. Et cela, c'était pour tomber sur le bon sol. Pour tomber sur le bon sol et pour essayer de passer les sols qui sont des sols liquéfiables, qu'on ne connaissait pas suffisamment à l'époque. Il y avait des frottements négatifs, alors on calculait, et donc on était bien ancré dans le bon sol pour tenir compte des frottements négatifs, mais pas pour tenir compte des effets de liquéfaction des sols. Donc quand je vois ça, je ne peux pas ne pas être inquiet. Est-ce que quelqu'un a vérifié qu'on ne pourrait pas faire des renforcements de l'existant par des dispositifs? Enfin, moi, j'en ai quelques-uns à l'idée. Il y a certainement des tas de gens qui peuvent trouver des tas d'autres solutions. Voilà, ça, c'est un exemple. C'est comme tous les tirants que j'ai fait pour la première fois en Martinique en 1980, la paroi moulée au quartier Zabim, au prêcheur pour réparer après David. Il y a des tirants en tête, en fait, tous ces ouvrages-là, ça s'entretient, ça s'améliore, parce que cette paroi, elle a été calculée en 80, on en était encore à PS 69. En termes d'entretien, là, nos donneurs d'ordre, ils ne connaissent pas ce mot. Ils n'ont pas de dictionnaire qui va jusqu'à là. Je ne peux pas accuser, mais j'ai une très forte conviction. On constate. Oui, voilà, c'est ça. Le constat est édifiant. À chaque fois, c'est la dernière pluie qui est la cause de tous les maux. Non, c'est la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le vase, il était déjà plein. Et on aurait dû le voir avant. Les caniveaux qu'on n'entretient jamais, par exemple le long des routes, mais ça c'est bête comme chou. Je connais des responsables de services techniques municipaux qui voudraient le faire, mais auxquels on ne donne pas le moyen. Et je les connais parce qu'ils veulent, eux au moins. Ceux qui ne veulent pas, je ne les connais pas. Il y a tous ces murs de soutènement qu'on a, à l'exemple de la rocade et autres, où
C'est Les des dangers, tirants et c'est des autres, dangers c'est potentiels. une bombe, ça. Ah ben oui, parce que moi, je vais donner un exemple pour illustrer, et je crois que Serge Cabral en avait un peu parlé, là, de fameux mur des ananas, qui c'est pas les premiers tirants qu'on a fait. Les premiers tirants qu'on a fait sur la rocade, c'est ceux de maternité. Oui. Bon, il serait bon de les examiner autant que les autres. Il faut voir l'état des têtes. L'enjeu est peut-être moindre au-dessus, oui, mais aux ananas, moi, ça m'effraie. Parce que, de mémoire, à l'époque, c'était des TMD 160 tonnes, c'est-à-dire 13 torrents de câbles, 160 tonnes, c'est pas rien du tout. Quand on met le vérin sur ce tirant pour le mettre en tension, moi, je me souviens, en tout début de carrière, au trou des Halles, j'ai vu un vérin qui a lâché, il a fait 60 mètres en vol. Ça pèse 250 kilos, un vérin. Il a fait 60 mètres en vol dans le trou avant de retomber ailleurs. Heureusement qu'il n'est pas tombé sur quelqu'un. C'est pour dire la tension qu'il y a dans un. Et quand un lâche, c'est un jeu de quilles. Les autres supportent plus, comme ils sont sans doute en aussi mauvais état. Voilà. Et puis, prenons tout bêtement, je reviens à l'idée d'origine, parce que c'est une idée absolument fondamentale. Est-ce que quelqu'un vérifie la teneur en eau? Parce qu'il y a des moyens, on peut faire mieux que de vérifier si la barbacane coule. On peut aller faire des petits sondages qui c'est pas grand-chose pour vérifier la teneur en eau. En plus, maintenant, on a des enregistreurs immédiats sur les sondages. On a toute une série d'enregistreurs de paramètres. On a beaucoup d'éléments. Donc, vérifier la teneur en eau là. Si on voit qu'il y a ça, il faut aussitôt lancer un drainage. Et je rappelle qu'on a eu plusieurs affaires à suivre, que le drainage aurait pu éviter bien des dégâts, hein, Séguineau, d'autres. Et à Séguineau, on aurait pu faire une simple tranchée drainante d'une douzaine de mètres de profondeur. Alors je ne disais pas ça parce que j'en suis l'inventeur en 1978, mais c'est l'œuvre de Colomb, c'est bête comme chou à faire une tranchée drainante. Et donc on récupère toutes les eaux et on redraine à nouveau, et du coup les poussées sont bien moindres, parce que je voudrais me permettre de ce que tu m'interroges, pour passer un message à tous les téléspectateurs, s'il vous plaît. Quand vous voyez que derrière votre mur, il y a un film continu d'eau de 2, 3, 4 mm d'épaisseur, seulement 2, 3, 4 mm d'épaisseur, c'est comme si vous aviez une piscine de 50 mètres de profondeur au point de vue des poussées. L'eau, c'est la poussée hydrostatique, elle pousse dans tous les sens. Si le film est continu et qu'elle monte sur 2 mètres, là, vous avez 2 mètres d'eau derrière, et là, il n'y a rien qui pousse autant que l'eau. Les sols, ils ont des caractéristiques mécaniques qui font qu'ils ont un peu de cohésion, ils ont un petit angle de frottement, ils tiennent un petit peu. Ils peuvent tenir des talus 50-60% de sol. Mais l'eau, c'est 0 degré. Donc, l'eau, je sais pas, je ne veux pas quantifier bêtement, mais c'est 10, 20, 50 fois plus comme dégâts. Donc, dès que vous avez l'eau, vous pouvez récupérer des murs branlants en enlevant toute l'eau. Il y a une pression. Il y a une très forte pression dégagée par l'eau. Et ça, nous, quand on informe, quand on dit il y a tel problème qui va nous casser un peu le nez, on voit les comportements et après, quand ça pète... On attend. Et forcément, c'est vrai, la dernière pluie va être à l'origine du dégât parce qu'elle va mobiliser le petit surplus qu'il faut et la coulée boueuse qui était prête, il y avait le stock de boue qui était là, va s'amorcer. Et quand elle s'amorce, tout le stock se vide. On a eu des exemples. J'ai eu Fontaine que j'ai suivi à l'époque en expert judiciaire justement, qui était un peu dramatique puisqu'il y a quand même eu la mort d'un professionnel qui est allé parce qu'on se doutait de ce qui pouvait se passer. C'est vraiment dramatique pour ce monsieur et puis la personne qui lui a demandé d'y aller. Mais là, il y avait 40 000 mètres cubes en suspens. Et heureusement que les cinérites, enfin ce qu'on appelle les cendres, les volcaniques, ont une caractéristique sympathique, c'est que compte tenu de leur composition, il y a une pseudo-cimentation qui se fait s'il n'y a pas trop d'eau, encore une fois, et on a pu attendre très longtemps avant de dégorger ces fameux 40 000 mètres cubes qui étaient là verticaux sur 30 mètres de haut et qui auraient pu faire une nouvelle catastrophe. Et il y a beaucoup de tunnels en dessous. Alors, il y a une chose aussi, ça, est-ce que je pourrais un jour faire passer ça, parce que j'ai même du mal avec les ingénieurs mécaniciens des sols.
ça se visite, les tunnels de lave. À La Réunion, j'ai encore vu des émissions récentes. Il y a des gens qui vont les visiter sur plusieurs centaines de mètres. Mais nous, nos coulées de lave sont beaucoup, beaucoup plus anciennes. Elles sont devenues de l'argile, certes, mais elles ont gardé en trace, en fantôme, parce que l'eau s'il a toujours circulé depuis des dizaines de milliers d'années, des centaines, sur le Mont Jacob, c'est 700, 800 000 ans. Et donc, elles ont toujours fonctionné. Quand on vient les boucher bêtement, tout ce tuyau, il a 1, 2, 3 kilomètres d'existence. Il est juste à quelques mètres sous la surface. On ne le devine pas. Mais la pression monte. C'est comme si on ferme le robinet. Et puis un jour, quand la pression est suffisante, paf, ça lâche. Et on sait ce qui s'est passé à cette célèbre canalisation. Voilà. Oui, on a des exemples. On a beaucoup d'exemples sur ça. Nous prenons ce qui s'est passé à Galériane. Cette fameuse construction qui a explosé. Nous prenons ce qui s'est fait sur la LN9. Nous prenons ce qui se fait et qui est en progression du côté de l'incinérateur, qui avait des explosés côté d'Ilan. C'est grave, on va pas. Mais oui, c'est quand ça va se lâcher. On vient de l'action Bacois, lunettes parfumées, sur les vernis. Par contre, je dis toujours ma route, parce que comme j'étais directeur de l'AFU au moment où on l'a réalisé, cette route, et que j'avais justement plaidé pour qu'on la surdimensionne, heureusement qu'elle a été surdimensionnée, parce que sinon les pauvres gens d'au-dessus, ils seraient descendus avec. Mais cette pauvre route, il n'a pas fallu 5 minutes pour que ça tombe, parce que le béton projeté était insuffisant. On n'avait certainement pas, encore une fois, mesuré suffisamment la présence d'eau dans les tranchées, parce qu'il y avait beaucoup de tranchées qui passaient là. On avait refait passer le circuit il y avait pas mal de télécoms. Il y avait de l'AMT, je crois qu'on avait rajouté de l'AMT en souterrain sur cette partie-là. Enfin bon, et donc, et puis bon, je reviens à mon tout premier propos. Il y a un gars qui a fait un permis de construire avec un hôtel de 4 niveaux, et il avait dit que cet hôtel aurait 4 niveaux et aurait des fenêtres à l'arrière. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une paroi à ras de la limite de propriété sur plusieurs étages, juste parce qu'il avait décidé sur l'immeuble comme ça, qu'il ne ferait pas autrement. Il aurait fait un immeuble en adaptation au sol, avec des parois aveugles à l'arrière. Ça se conçoit différemment, mais ça fonctionne. Eh bien, il avait une butée très forte. Et d'ailleurs, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une mesure conservatoire prise dans cette affaire-là. Mais une des premières mesures conservatoires, ça aurait dû être de protéger la paroi existante qui n'était pas encore tombée, en mettant des étais horizontaux sur la façade arrière de ce bâtiment. Tant pis si le bâtiment était abîmé, mais au moins il n'aurait pas continué à dégrader la route. Bon. Pour l'instant, Dieu est avec nous. Enfin, il est trop gentil des fois, Saint-Pierre. C'est ce que je me dis souvent aux gens. Saint-Pierre, il s'occupe vachement de la Martinique, mais il ne peut pas tout le temps s'en occuper. Quand il aura l'occasion et l'opportunité, en vérifiant son portable, et voyant CO696 de le fermer, là on reprendra. Et voilà. Pour ce chantier, on a juste filmé le sol. Ouais. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça c'est le problème aussi. Je ne peux pas en dire autre chose, puisque je le vis tellement, que du temps judiciaire. On donne tellement d'importance et de temps aux gens pour défendre juridiquement ces choses qui sont des choses purement techniques, que la réponse technique arrive trop tard. Et c'est la chaîne. Je ne vais pas accuser le juge, je ne vais pas accuser l'avocat, je constate simplement. C'est le circuit. Ben oui. Alors, dans cette affaire, on a un autre problème qui devient de plus en plus grave. Nous produisons en Martinique plus de 2000 mètres cubes de déblais. Ah. Et on ne sait pas où est ce déblai. Alors, on travaille beaucoup dessus. Il y a tous les organismes un peu sérieux se mettent dessus, et même la Cercle, là, dont je suis vice-président, vient d'être saisie, mais pour l'instant, la balle est encore dans le camp des professionnels, enfin des organisations membres. Oui, il va falloir qu'on trouve une solution, parce que la solution actuelle, c'est juste de faire payer.
Alors c'est bien qu'il y ait de faire payer l'amende. Non, oui, pour l'instant c'est l'amende. Mais responsabiliser le maître d'ouvrage en lui disant que tout constructeur est responsable de ses déchets. Donc les matériaux de déblai sont des déchets, donc on va créer des postes dans les marchés, des postes spécifiques pour que ces sommes-là soient provisionnées pour donner un suivi. Mais c'est bien, ça c'est l'élément de départ qu'il faut. Mais tu as dit le problème différemment, tu l'as pris par l'autre bout, où les mettre. Alors, oui, on sait, par exemple, qu'il serait déjà très opportun de prévoir des zones de stockage en bordure de mer, parce qu'on sait que forcément, de manière incontournable, il va falloir relever le niveau des routes qui sont au bord de mer. Je prends la célébrissime Carbet-Saint-Pierre, qui est un exemple flagrant, enfin il y en a beaucoup d'autres. Où il suffira de mettre des remblais sur 2 mètres, à peu près, et de les faire tenir avec des écailles de terre armée. Et puis voilà. Mais c'est ce jour-là qu'on va se dire, et où trouve-t-on le matériau? Alors on va aller détourner des matériaux des carrières qui ont bien du mal à encore continuer à avoir le droit d'être exploités et à fournir la Martinique en nous évitant d'importer. Si on avait ces gros tas quelque part, on serait incité à commencer à faire les travaux des routes de surélévation, ce qu'il faudra bien faire un jour, et le plus tôt sera le mieux. Et puis, on aurait un usage pour ces déblais et on pourrait les analyser, les quantifier, les valoriser en disant ce type de déblai a lieu à se trouver à tel endroit, ce type de déblai est impropre, donc il nécessite un traitement parce que tous les déblais peuvent être traités. J'avais un excellent collègue entrepreneur qui avait entrepris, c'était sérieux, mais c'était un peu tôt malheureusement, de commencer à prendre des machines pour faire du traitement à la chaux. Les sols de mauvaise qualité s'améliorent avec le traitement à la chaux. Donc, il n'y a pas de fatalisme. Là, je me souviens, il avait un marché sur lequel, au lycée Cherchère, on avait 98 000 m3 de déblai. Quand il a introduit cette machine, on a vu comment il a été professionnellement assassiné. Le premier, je le vis tellement, j'ai toujours des idées beaucoup trop tôt, il ne faut pas. Et voilà, mon pauvre ami Philibert... Oui, personne âme, il nous a quittés, mais il avait eu... oui. Il avait lancé cette opération. J'espère qu'au moins les gens maintenant ont quelque chose dans le coin de leur tête en se disant, tiens, oui, il y a une solution, mais c'est dommage qu'on les laissé tomber, c'est dommage qu'on les critiquait au début. Pour l'instant, il y a un problème. Chaque personne se refile le fouille à pain chaud. L'ADL nous dit c'est politique. Voyez la CTM nous dit le sang n'est pas encore prêt. Derrière, il y a une peur bleue des écologistes pastèques. Vert dehors, rouge en dedans. Tout le monde rentre sur le tapis et cette valorisation n'est pas faite. Et demain, nous aurons besoin de ce matériau dans le cadre de l'élévation du niveau de la mer autour de la Martinique. Tu m'incites à citer un autre exemple, celui du recyclage des bétons. Par exemple. Où tout se fait du mieux possible, mais il n'y a pas de débouché parce que personne ne veut l'utiliser. Aucun donneur d'ordre public, aucun acheteur public ne veut l'imposer dans un cahier des charges. Alors, tout est là, et ça reste à l'arrêt. Et c'est encore des beaux investissements stérilisés. Oui, c'est dommage parce qu'on est négatif là en ce moment depuis 3, 4, 5 analyses. Mais bon sang de bonsoir, il y a possibilité de faire, faisons. Le constat est malheureusement là devant nous, quoi. Simplement parce que nous avons des révolutionnaires fonctionnaires. Ce n'est pas leur souci premier. Nous avons des politiques. Quand on leur pose le problème, ils prennent la peau de sapette. Mais la réalité, la triste réalité est là. Nous n'avons aucun endroit pour exploiter ce déblai. Ce n'est pas inscrit dans ça. On n'a pas de commune pour réceptionner. Alors, je me permets de le dire différemment. Nous n'avons pas défini de zone sur laquelle on pourrait stocker. Mais la Martinique n'est pas grande. Elle fait que 1000 km². Sur 1000 km², on peut peut-être trouver 3, 4, parce qu'il faut disséminer un petit peu. 3, 4 zones de 1 km² ou 2, et provisoirement, et même ça peut s'habiller, ça peut rentrer dans le paysage correctement. Là, il faut une volonté politique. Pour l'instant, quand nous regardons les études, élévation du niveau de la mer,
celui qui veut contourner, je lisais un article ce matin, où on essaie de voir comment réparer. Oui, Pour l'instant, il faut prévoir. Moi, je prendrais volontiers un exemple, enfin une image pour montrer le problème de ce réchauffement climatique et surtout de la montée des eaux. La montée des eaux, c'est exponentiel, donc ça s'accroît. Donc moi, je dirais que c'est comme si c'était un énorme maxi-tanker de 30 000 tonnes, de 30 000 containers. Tu sais, ces énormes monstres qu'il faut des kilomètres pour qu'ils tournent, des kilomètres pour qu'ils accélèrent et encore plus de kilomètres pour freiner. Eh bien, il leur faut de l'assistance autour. Eh bien, la montée des eaux, ça y est, elle a démarré, elle a quitté le port, et puis chaque jour, elle accélère un tout petit peu. Donc la priorité, c'est de trouver comment on va arrêter le moteur en accélération, parce que la vitesse s'accroît sans arrêt, pour au moins essayer de stabiliser cette vitesse dans un premier temps, qu'elle n'augmente pas, mais la vitesse sera toujours là. Donc la montée sera toujours là. Oui. Et après, il va falloir s'ingénier à la décroître. Donc ça, on s'exprime en décades, et c'est 10, 15 décades, 100, 150 ans, c'est-à-dire 3-4 générations, les petits-enfants de mes petits-enfants. Oui, dans le même temps. Et les gens ne mesurent pas ça. Alors on va te dire, on perd un an, c'est rien par rapport à 150. Oui, mais c'est toujours un an de idiot. Mais vous pouvez voir. Dans le même temps, on constate une chose, c'est qu'on a une partie de l'île qui s'enfonce. Alors, toute l'île s'enfonce. Soyons clairs. Il y a un fait naturel incontournable, en dehors de toute montée des eaux, c'est que toutes les terres émergées disparaissent, reculent. Le recul des terres, c'est normal. Pourquoi ça ne se critique pas avant ? C'est parce que l'homme n'était pas intervenu pour mettre des ouvrages. Et quand il a mis son ouvrage, il a dit « stop ». La limite, c'est ici. Et c'est pas ailleurs. Donc, il y avait plein d'espace devant, ça allait bien. Puis l'espace a rétréci, et la limite n'a pas bougé. Si on n'avait pas fait cette limite, ben, la plage ferait toujours, sur la côte Caraïbe, ferait toujours 40 mètres, aux Salines aussi, ferait toujours. Mais les rangs de palmiers aux Salines, ils seraient... Enfin, il n'y aurait pas de palmiers, puisqu'on les a importés sauvagement. Mais, disons, la végétation serait 20 mètres derrière. Tout reculerait. Et alors, la Martinique, pourtant, globalement, sur 20 millions d'années, elle a énormément grandi, puisqu'elle faisait 50 km² au début, mais elle en fait 1000. Mais c'est des phases de paroxysmiques, c'est-à-dire des phases violentes de croissance, et puis de très longues phases de décroissance. Donc là, il y a ça. Donc déjà, de toute façon, il faut arrêter de pleurer sur ça, parce que c'est normal. C'est fortement accru, parce que la vitesse de montée des eaux s'accroît. Et il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Vous avez évoqué l'autre jour la température, mais il y a beaucoup d'autres éléments, et moi j'en cite un qui est spécifique à la Martinique, mais pas qu'à la Martinique seule, c'est qu'il ne faut pas oublier ce qu'on est. On est une île en extrémité de la plaque Caraïbe. Et toutes les plaques bougent. Depuis Wegener, qui a fait ce constat, et je vais faire juste un incident de 2 minutes sur Wegener parce que ça peut illustrer pour les gens. Au début, il est passé pour un couillon, parce que c'est toujours comme ça. Parce que la Terre est comme ça, elle ne bougera jamais, elle ne montera ni ne descendra. Ah bon, comment les Alpes, les Pyrénées, par exemple, en Europe sont sorties, on ne sait pas. Mais forcément, la Terre monte et descend sans arrêt, partout. Donc, lui, il s'est dit, en rentrant de sa mission au Brésil, où il avait fait toute la stratigraphie sur les côtes, sur 200 mètres de hauteur, il est rentré par bateau, il s'est dit, c'est bizarre quand même, les mêmes formes et tout, à 2500 km. Il est rentré, il a dit, je parie qu'en Afrique, c'est pareil. Il y est allé, il n'a pas trouvé ça. Aïe, 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 mort d'homme. Il s'est dit, non, j'ai fait une erreur dans mon analyse. Et il a eu l'idée, il s'est dit, mais attends, et si je cherchais plus haut et plus bas ? On ne sait jamais. Il est allé chercher plus haut, il a vu qu'il y avait un décalage altimétrique de 200 mètres entre les couches au Brésil et les couches en Afrique. C'est-à-dire qu'en s'écartant de 2500 km, il y en a un qui est monté, l'autre qui est descendu, je ne sais pas, on n'a pas encore bien analysé, mais il y a eu un décalage de 200 mètres en vertical. Bon, le même phénomène joue en Martinique parce qu'on est au bord de la plaque, et cette plaque, elle, globalement, donc elle bouge, elle est en subduction, etc., mais elle s'en va de 1,9, enfin, 2 cm par an vers l'Amérique. Mais elle ne s'en va pas sur une plaque horizontale. La plaque, elle est forcément inclinée par la subduction de l'autre. Donc il y a une composante verticale.
Et cette composante verticale, elle est négative. Donc de toute façon, on ne connaît pas les valeurs parce qu'à chaque fois que j'interroge les spécialistes IPGP, BRGM, préfecture et autres, silence poli, mais il y a forcément quelque chose. Et on pourrait, si on voulait très très facilement l'analyser, le mesurer, en prenant des historiques de relevés de NGM sur des points en Martinique, et en faisant une analyse plus spéciale sur un bord de mer, ça ne coûte pas les yeux de la tête, et ça informerait réellement. On saurait traduire en termes vrais et précis ça. Parce que pour l'instant, moi, je suis conduit à alerter les gens en disant, rajoutez-nous 3 mm au moins, si ce n'est pas plus, par an, aux 5 mm constatés récemment, en moyenne dans le monde, et je répète que c'est une moyenne, l'Islande monte, la Nouvelle-Zélande a fait un effort très bien. Le gouvernement de Nouvelle-Zélande a avoué, parce que j'ai l'impression que c'est ça le mot, et il n'y a pas aucune honte, mais il a indiqué au monde entier, attention, l'île de Nouvelle-Zélande descend, les deux îles. Et donc il faut qu'on en tienne compte dans toutes nos constructions. Donc il a ça, montée des mers comme tout le monde, et il a ça. Donc quand on ajoute, nous, on n'est pas loin du centimètre. Et 1 centimètre, je prends un exemple pratique. À Fort-de-France, on a voulu envisager, il n'y a pas très longtemps, de redonner un peu de fil d'eau et de reprendre les réseaux qu'il y avait en ville. En disant, on va remonter de 15 cm la hauteur des trottoirs, le niveau de chaussée, donc on pourra remonter de 15 à 18 cm les canalisations. C'est formidable. À 1 cm par an, ça donne 18 années de durée de vie. C'est pas la peine de commencer. Parce que Fort-de-France, il va falloir traiter le problème différemment. Et ce même phénomène, on l'a mesuré à San Francisco, qui est descendu de 35 cm. Alors depuis combien de temps? Oui. Bon, parce qu'il ne faut pas oublier encore un autre aspect, parce que tout ça, c'est une complexité extrême, et il ne faut pas avoir peur d'aborder cette complexité. Et surtout, les facteurs interagissent entre eux. C'est comme en chimie. Les cocktails dans l'eau, c'est parce qu'il y a un catalyseur qui vient mettre 2 composants en réaction, alors qu'ils ne seraient pas rentrés en réaction sinon, et pour en créer un troisième qui est encore plus nocif. Là pour ce cas-là, il y a aussi le cas des villes dans lesquelles on pompe, ou dans lesquels on met des immeubles de plus en plus lourds. Jakarta, Mexico, oui. etc. Voilà. Donc, il y a le Bangladesh, qui est affolant. Le Bangladesh, c'est 150 000 km², c'est 170 millions d'habitants. 50% du territoire bangladais est en dessous de 1 mètre d'altitude. 50%. C'est-à-dire 75 Martiniques sont à moins d'1 mètre d'altitude, là. 170 millions de personnes sont concernées. C'est effarant. Il y a les Maldives, il y a avec Mahé, la petite île de Mahé qui est complètement cernée. Il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Il y a le Vanuatu, il y a tout ça. Ça bouge. Ben oui. C'est un être vivant, la Terre c'est un être vivant, ça bouge. Mm-hmm. Il faut qu'on arrête de l'embêter. Et il faut qu'on... Je dis au début, la nature est une bonne fille, il ne faut pas la violer. Et j'allais dire une bêtise là, sur ma télévision. Ce qu'il faut surtout retenir, ce sont des choses prévisibles. Ça fait longtemps que nous alertons sur le phénomène de rupture de circulation par rapport à cette élévation du niveau de la mer sur le littoral. Oui. Arrivé à Fond-Laillé, à un moment donné, on ne va plus pouvoir passer. Ne me provoque pas avec Fond-Laillé quand même, parce que ça fait quand même 15 ans que je me bats pour qu'il y ait une solution. Nous avons trouvé la solution. Jolie, à l'échelle martiniquaise, qui ferait des petits frères dans tous les ronds-points saturés, et que évidemment, politiquement, c'est pas correct, et surtout pour des intérêts de techniciens, etc., c'est pas correct, c'est pas suffisamment. On a préféré un viaduc. Oui, mais un viaduc de 140 millions en 15 ans. Et qui allait passer où ? Et moi, je te propose une solution de 10 à 15 millions, c'est-à-dire 10 fois moins cher, en 1 an et demi ou 2 ans. Il n'y a pas photo. Et on a les entreprises ici qui peuvent réaliser ces travaux. C'était un de mes dogmes de départ, c'était de dire que je voulais qu'on n'utilise que des techniques locales. Et comme ça fait 20 ans que je prends l'embouteillage du matin, j'ai eu le temps de calculer tous les paramètres dans ma tête.
la vitesse de circulation actuelle, la vitesse future, donc les effets résorption sur circulation, la largeur, les machins. On a même eu les plans pour examiner avec des gens très bien, dont certains que tu as déjà invités, et à qui on a dit on ne parle plus de rien. Voilà. Mais demain, ça serait fini, on ne se poserait pas la question. Mais non seulement c'est ce qui est déjà livré, on a expérimenté et on a constaté que ça fonctionne et qu'il fallait le faire sur tout le carrefour. Je te signale que le point de départ, comme dans beaucoup de choses auxquelles je réfléchis, c'est qu'on ne prend pas de foncier aux gens. Dans ma solution à Fond-la-Haye, il y a juste une vieille maison communale à démolir, mais ça ne pose pas de problème. Et pour les ronds-points pour lesquels je voudrais utiliser la même solution, sur la RN5 ou la RN1, on ne va pas acheter du foncier aux gens du Tour qui voudront jamais le lâcher parce que c'est stratégique, c'est compliqué. Et puis ça a pris de la valeur. Voilà, on fait juste une voie au milieu, on roule à 30 à l'heure. 30 à l'heure, c'est 6 fois plus vite que ce qu'on roule normalement. Donc voilà, on a résolu. Mais à une échelle pas grandiose, on n'est pas à Singapour, on n'est pas tout ça, mais on était à Singapour il y a 60-70 ans. Même taille, même population. On regarde ce qu'ils ont fait. Alors maintenant, ils peuvent se permettre des fantaisies, des trucs. Commençons par être humbles, efficaces, mettons en place, et ça peut être joli, c'est pas nuisant, voilà. Et surtout, apprenons à écouter pour comprendre. Oui. Or, c'est le gros défaut de la Martinique. Écouter pour comprendre. Et lorsque nous tombons face à des décideurs, on est complètement désarçonné de voir qu'on a des solutions simples, pas chères, et qu'on refuse de faire. Nous prenons notre exemple, voici l'ON carrière. Si nous ne faisons pas une partie en tunnel pour faire par-dessus non seulement une zone agricole, mais permettre aussi au sport de se faire. Enfin, on peut créer l'amalgame de beaucoup de choses là et éviter une nuisance psychologique, etc., de cette balafre de voirie. Mais en plus, tu parlais tout à l'heure de ce qu'il va falloir remonter avec des matériaux de qualité. Tu te rends compte, le stock de matériaux, c'est pas la peine de faire un vrai tunnel. Hein. On fait ce qu'on appelle une tranchée couverte, c'est-à-dire de parois verticales. On est à moins 5, moins 6 mètres. On remet une couverture comme quand on couvre les périphériques. Quand on couvre les périphériques en métropole. Ou bien tous les périphériques, oui. Voilà. Et là, on a créé un axe. Enfin, et surtout, je crois que psychologiquement, on met les gens dans un contexte différent. Ils s'habituent à autre chose que ce qu'ils voient couramment et au respect qu'il faut de la nature, au respect de la technique. Parce que des tunnels, il y a plein d'endroits où 2 km ou 3 km de tunnel résoudrait énormément de problèmes parce qu'il n'y a pas de foncier à acheter, parce qu'on va en ligne droite, parce qu'il n'y a pas de montée de descente, il y a juste une pente unique, parce qu'on se sert de la moitié supérieure pour faire passer la circulation et on se sert de la moitié inférieure pour faire passer soit du transport comme on le fait maintenant, tous les réseaux. Avec non mais tu sais les petits colis avec les systèmes de code barre, QR code, etc. Tu as un truc et puis tu le récupères 2 km plus loin, ta camionnette a évité de faire 5-6 km, en fait tu fais du trajet court. Je dis ça parce que ça a l'air superflu, on pourrait s'en passer, mais ça peut même, c'est là, c'est offert. Et tous les réseaux, bien sûr, à repenser, puisqu'il faut revoir le réseau principal d'eau potable et d'EDF. Voilà. De toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est en train d'exploser et ça va exploser. La nature ne va pas nous attendre. Tranquillement, comme on dit, on vit sur le volcan, là, et on attend, mais non, il ne faut pas attendre. La nature ne va pas nous attendre. Même si on faisait quelque chose un peu trop important ou un peu trop précipité, ça ne serait jamais que du bonus. Ça ne sera jamais inutile. Tout le travail qu'on fera, ça ne sera pas inutile. Mais je vais dire la même chose que Serge, la même chose qu'on dit tous. Il faut qu'on arrive à raisonner tous ensemble, à s'écouter, à s'accepter, et que l'intérêt d'une petite personne ne puisse pas bloquer celui de 80%. Je prends souvent cet exemple aussi. On met des ralentisseurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être 2 ou 3% des gens qui font des âneries, des wheels, des je ne sais quoi, et que c'est dangereux pour la population.
Donc 97% de la population est pénalisée, voit ses voitures abîmées, ralenties, consomme plus, juste parce qu'on ne sait pas empêcher la petite nuisance marginale. Là, c'est pareil. Il faut que tous ceux qui ont tendance à vouloir bloquer acceptent la règle de la majorité, surtout si elle est importante. Et pour tout ce qu'on a évoqué, je ne vois pas comment on n'aurait pas autour de nous des majorités, même un peu silencieuses, mais des majorités importantes qui cautionneraient ça. Le problème que je pose, cette majorité, elle est là, elle est silencieuse. Pour peu qu'elle puisse bouger, pour dire voilà ce qu'il nous faut pour qu'on puisse travailler dans ce pays. On les attrape derrière le tableau. Ils sont dans la liste noire. Et ça, il faut qu'on réforme ce comportement. Nous avons tous les outils ici, nous avons toutes les têtes pensantes pour pouvoir régler le problème, régler des problèmes. Mais simplement, il suffit que celui qui se dit « je suis le chef », autre fois que je m'y mette, il faut qu'il se calme. Oui. Enfin, pour ce qui est du retour au pays qu'on évoque souvent, là, au moins, on a de quoi rapatrier beaucoup d'ingénierie et de techniques pratiques, c'est-à-dire d'exécution et d'exécution de savoir-faire ici. Et à partir du moment où on l'aura, ils auront du travail. Et c'est des investissements efficaces qui ne sont pas hors d'échelle financièrement, parce que quand on voit toutes les sommes auxquelles on peut avoir droit, si on a des bons projets, si on a des justifications, etc., c'est tout à fait jouable. Et toutes ces choses-là, ça peut s'exporter. Oui, puisque dans toute la Caraïbe, on aura besoin de notre savoir-faire. Voilà. Alors on a la chance d'avoir un bailleur de fonds, on a la chance d'avoir un point de départ bien meilleur, une économie plus saine, mais par contre, ceux qui étaient bien plus en retard que nous rattrapent grandement et dépêchons-nous avant qu'ils ne nous aient doublés. Je suis optimiste, je ne perds pas espoir. Je le constate, je le vérifie régulièrement. Dans beaucoup d'administrations, nous avons des jeunes qui fonctionnent avec la réalité martiniquaise. Certes, ce sont des personnes qui ont fait les études à l'extérieur, mais qui arrivent ici, qui ont l'attitude première, écouter pour comprendre l'autre. Mais quand ils reviennent, en général, ils écoutent. Oui. Et ce sont des personnes, comme le premier secteur social l'impôt, on a beaucoup de services. C'était simplement, on a quelques iluberlus, quelques pense-petits, qui refusent de voir que l'autre doit avancer. C'est pas avancer pour lui, mais c'est pour avancer pour la Martinique. C'est pourquoi je dis que j'ai espoir. Il y a un pourcentage qui est là, mais qui est en train de monter. C'est-à-dire que, bon, moi je me mets jamais en avant et je doute au maximum pour ne pas être trop sûr de ce que j'avance. Ça, c'est une règle d'or, parce que sinon on ne peut rien faire de bien. Donc je ne peux pas te suivre là-dessus. Mais dans l'ensemble, oui, il y a des énergies à mobiliser et c'est dommage parce qu'il y en a qui sont périmés, qui sont dégoûtés. Je vais prendre un exemple complètement séparé, mais bon, il y a 30 ans, fonctionnait très bien une association qui s'appelait l'Association des ingénieurs de la Martinique. Il y avait une solidarité, une entraide, un dynamisme, une recherche du nouveau, et qu'on partageait, etc. Et puis, depuis 15 ans, elle est en sommeil. Découragé. Voilà. Découragement, c'est le mot. Découragé. Mais enfin, il ne faut jamais désespérer. En attendant, nous avons reçu M. Paul Bourioul qui nous a donné des éléments. Nous l'avons écouté, nous avons compris. Bon, nous te remercions de pouvoir donner ces éléments. Nous espérons que bien d'autres ont compris qu'il y a un intérêt principal, c'est la Martinique. Oui. La conclusion, ce serait quoi ? Il y a juste un point que je voudrais aborder, parce que du coup, on ne l'a pas abordé, c'est très bref, c'est que dans les facteurs qui font la montée des eaux, il y a une menace qui n'est pas bien prise au sérieux pour l'instant, mais où, semaine après semaine, presque plus que mois après mois, on nous apporte des éléments, c'est l'Antarctique, où les gens ont commencé à ouvrir les yeux, et où avec Sentinel-6 de la gamme des satellites Copernicus, on peut recouper beaucoup de photos, etc. On a découvert, il y a 2 ans, qu'il y avait 64 volcans. Tiens, comment se fait-il qu'on les ait découverts ? C'est le plus gros paléovolcan de la Terre. C'est-à-dire c'est l'équivalent du Yellowstone et du rift sud-africain. C'est sous 2000 mètres de glace, épaisseur moyenne.
quand la glace diminue, son poids diminue, l'effet de bouchon diminue. Donc, le mont Erebus s'est un petit peu réveillé l'autre jour. Il est à 4000 mètres d'altitude, c'est le grand volcan d'Antarctique. Si ça démarre, là, comme le glacier de Thwaites qui est en train de lâcher un bébé de 6000 km² de mer, qui fait 30 millions de kilomètres cubes, parce que le potentiel est là. Hein. Il faut se préparer. Il faut se préparer déjà à l'idée que les valeurs qu'on connaît aujourd'hui risquent d'être complètement périmées et que tout l'effort qu'on aura fait aujourd'hui pour ce problème de montée des eaux, il ne sera pas vain. Parce que quand on va le découvrir, on aura beaucoup moins de temps. Voilà, ça c'est un exemple que je voudrais dire, mais il y a tellement de choses à faire, Et tu as démarré par les problèmes des sols. Et ça aussi, c'est Martinico-Martiniquais, c'est nous-mêmes. Il faut absolument qu'on prenne au sérieux, dans nos états d'esprit, qu'on arrête de jouer avec ça, et que de ce fait, on arrive à générer la naissance d'un secteur de meilleure qualité, plus nombreux, en mesure de traiter les problèmes en temps, en heure, et de participer à l'entretien qui n'est pas fait de tous ces ouvrages, parce qu'il faut ces gens-là pour assurer l'entretien. Voilà. Il y a du pain sur la planche. Hein. Il y a du taf. C'est pour ça qu'on continue. C'est pourquoi on ne parvient pas à décocher. L'âge ne nous prendra pas. C'est pourquoi on ne parvient pas à décocher. Parfois, on a tendance, à propos de décochage, nous disons aux téléspectateurs de Zouk TV, ceux qui nous regardent, il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. Maintenant, il faut se retrousser les manches pour qu'on puisse faire face à cette situation. Mais surtout, la principale des choses, c'est écouter pour comprendre. Et se solidariser. Et la solidarité. Se donner la main. Se donner, ça, c'est certain. Et les élus qui n'ont pas encore compris qu'il faut qu'ils rentrent, qu'ils aillent ailleurs, qu'ils laissent travailler les autres, quand ils auront compris ça, nous pensons que la Martinique sera sauvée. En tout cas, merci. Merci pour tout et à très bientôt.